Depuis quelques mois, l'idée selon laquelle le grand public est définitivement lassé des super-héros alimente pas mal de controverses. Une prétendue super-héros fatigue qui serait le début d'une inexorable mise au placard pour nos justiciers costumés préférés. La mode des super-héros, fini, capoute, c'est terminé. Dans ces débats souvent très approximatifs, l'ego et le besoin d'attention prennent souvent le pas sur le matériau d'origine, et il est pour moi essentiel de remettre les comics au centre des échanges. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais essayer de savoir si les super-héros ont encore quelque chose à raconter. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Et si vous voulez lire les bouquins recommandés dans cet épisode, vous trouverez dans la description tous les liens utiles pour vous les procurer en 2 clics chez nos amis de Comic Zone. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Pour commencer, le genre super-héroïque, pour moi, ce n'est pas une mode. C'est un sous-genre de la science-fiction qui existe depuis près d'un siècle et qui s'inscrit dans une évolution des récits merveilleux et fantastiques de la littérature populaire. De mon point de vue, ne se lassent d'une mode que celles et ceux qui la suivent, et si on peut clairement déterminer des périodes de popularité plus ou moins fortes des super-héros selon l'époque et le lieu, l'impression que celle-ci est au plus bas actuellement est principalement due au fait que certains et certaines résument un genre tout entier à la réception par le grand public de ses adaptations au cinéma. Si l'on considère par souci de simplification Superman comme le premier super-héros moderne, on peut facilement se rendre compte que le genre super-héroïque n'a jamais été très loin du devant de la scène. En 1940, soit seulement 2 ans après sa création par Jerry Siegel et Joe Shuster, l'Homme d'Acier est déjà au centre d'une véritable économie. Adapté en feuilleton radiophonique, il a même droit à une figurine en bois à son effigie, la première créée à partir d'un super-héros. En 1941, c'est son homologue Captain Marvel, qui cumule à la fois une accusation d'être un plagiat de Superman et des soucis de droit autour de son nom qui lui vaudront d'être rebaptisé plus tard Shazam, qui devient le premier super-héros à avoir les honneurs d'une adaptation sur le grand écran, avec un serial en 12 épisodes, Adventures of Captain Marvel, avec le comédien Tom Tyler dans le rôle principal. Dès lors, et notamment avec la démocratisation de la télévision, chaque décennie sera marquée par au moins une adaptation de comic book devenue incontournable au fil du temps. La série Adventures of Superman, dans laquelle le dernier fils de Krypton est incarné par George Reeves, et comptant plus d'une centaine d'épisodes, est diffusée dès 1952 aux États-Unis. En 1966, c'est la célèbre série télévisée Batman avec Adam West et Burt Ward qui devient un véritable phénomène de société. En 1975, c'est au tour de Wonder Woman avec Linda Carter de venir faire régner la justice sur le petit écran, puis en 1977, c'est l'incroyable Hulk de Marvel avec Bill Bixby et Lou Ferrigno qui va chaque semaine de ville en ville avec ses magnifiques sandales vertes. L'année suivante, du côté des salles obscures, le film Superman de Richard Donner, avec Christopher Reeve dans le rôle titre, va confirmer le succès intemporel du héros de Siegel et Shuster. Rendez-vous compte que la sortie du long métrage a lieu 40 ans après la création du personnage, ce qui me semble déjà être une démonstration assez évidente que l'on n'a pas affaire à quelque chose qui relève d'une simple mode, dont la définition même est d'être passagère. D'autant que le succès du film va donner naissance à une franchise qui va perdurer tout au long des années 80 et générer une quantité astronomique de produits dérivés. Par exemple, en 1979, alors que les consoles de salon envahissent les foyers un peu partout sur la planète, Superman est le premier super-héros à obtenir un jeu vidéo à son nom sur Atari 2600. Là encore, depuis, pratiquement tous les héros de comics un tant soit peu populaires ont eu droit à au moins un jeu vidéo tiré de leurs aventures, et je vais vous épargner une énumération qui serait plus que fastidieuse. En 1989, la Batmania, déclenchée par le film Batman de Tim Burton, met l'homme chauve-souris au centre d'un colossal barnum médiatique et économique. Batman The Animated Series marque profondément plusieurs générations de fans, tandis que du côté de Marvel, la décennie 90 voit le succès des séries animées qui mettent en scène les X-Men et Spider-Man. Et alors que les chroniqueurs de l'époque considèrent déjà Batman et Robin de Joel Schumacher, sorti en 1997,
comme le chant du cygne d'un genre qui n'a que trop monopolisé les salles obscures, le succès surprise de Blade, l'année suivante, va ouvrir la voie à une toute nouvelle série d'adaptations de comics au cinéma, avec en tête les X-Men de Bryan Singer en 2000 et Spider-Man de Sam Raimi en 2002. On l'a un peu oublié, mais la seconde moitié des années 2000 ne brille pas vraiment par la qualité de ses films de super-héros. Exception faite de Iron Man qui lance officiellement le MCU et des Batman de Christopher Nolan, les productions estampillées Marvel et DC comme Ghost Rider, Elektra, Catwoman ou Green Lantern peinent à convaincre, et là encore, quelques oiseaux de mauvais augure nous l'assurent, le public en a assez des super-héros au cinéma. La suite de l'histoire doit encore être assez fraîche dans vos esprits pour que je vous épargne les détails. Le Marvel Cinematic Universe bat des records malgré des longs métrages plus ou moins téléphonés, Zack Snyder fédère une armée de fans obsessionnels, et on en prend pour 15 ans de films et de séries de super-héros produits à la chaîne, auxquels s'ajoutent des adaptations de comic books diffusées sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Video. Quel que soit votre point de vue sur la question, force est de constater que ce long résumé annihile toute notion de mode quant à la présence des super-héros à l'écran. Certes, certaines périodes sont plus prolifiques que d'autres, avec des résultats plus ou moins qualitatifs, mais depuis leur création, ces personnages nés sur le papier n'ont jamais vraiment perdu la place qu'ils occupent dans l'imaginaire collectif. Et si j'ai concentré ma démonstration sur les adaptations, principalement parce que c'est ce qui parle le plus au grand public, il ne faut pas oublier qu'en parallèle de tout ça, le marché de la bande dessinée américaine a continué à produire sans discontinuer des comics présentant de nouvelles aventures de Batman, Wonder Woman, Spider-Man et consorts, là aussi avec des cycles plus ou moins fastes. D'ailleurs, parmi les idées reçues qui tendent clairement à la désinformation de potentiels lecteurs et lectrices, il y a celle selon laquelle, entre guillemets, les comics c'était mieux avant, comme si les productions sorties récemment étaient moins qualitatives que celles des années 1970 ou 1980. Alors c'est sûr, si je vous dis au hasard de me citer un comic book datant de 1986, vous pourrez me sortir The Dark Knight Returns, Watchmen ou le Man of Steel de John Byrne. Mais ces classiques que tout le monde connaît sont justement une parfaite démonstration que l'on se rappelle surtout de ce dont on veut bien se rappeler. Et donc généralement de ce qui est percutant ou novateur, en oubliant tout naturellement les comics les plus dispensables ou moins réussis. En gros, c'est pas qu'il n'y avait pas de mauvais comics il y a 40 ou 50 ans, c'est juste qu'on les a oubliés au profit de ceux qui ont marqué l'histoire. D'ailleurs, l'injustice qui en découle, c'est que beaucoup de publications très chouettes tombent chaque année dans l'oubli au profit de best-sellers ou de produits mieux marketés, mais j'y reviendrai sûrement une prochaine fois. Si je suis le premier à rappeler que les comic books ne se limitent pas aux séries de super-héros, le genre super-héroïque reste prédominant dans l'histoire de la bande dessinée américaine, et à la fois un produit d'appel et une porte d'entrée pour beaucoup de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices. C'est notamment vrai chez DC Comics, qui, avec de nombreux relaunchs et reboots au fil des années, a tenté de séduire un public toujours plus large en créant divers points d'entrée à son univers. Si New 52, initié en 2011, est longtemps resté une référence pour un grand nombre de fans actuels, un phénomène qui a été amplifié chez nous car concomitant avec l'arrivée de Urban Comics, l'éditeur a renouvelé plus ou moins timidement ce genre d'opération depuis, comme avec Rebirth en 2016, et plus récemment avec l'initiative Dawn of DC, qui, si elle ne relance absolument pas la continuité à zéro, essaie quand même de faciliter l'approche des néophytes. Parmi les excellentes séries Dawn of DC comme Shazam ou Birds of Prey, il y en a une qui m'a semblé particulièrement intéressante, c'est Titans de Tom Taylor et Nicolas Scott. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Titans n'est clairement pas la meilleure série de cet arc éditorial, mais c'est par contre un excellent comic book de super-héros tel qu'on se l'imagine. De toute évidence, si vous faites partie des lecteurs chevronnés, vous n'allez pas être surpris par Titans. Tous les éléments sont là, une équipe de justiciers costumés avec des personnages plus ou moins complémentaires, ayant chacun leurs petits problèmes, et qui doivent unir leurs forces pour affronter une menace quelconque avec des enjeux plus ou moins artificiels en arrière-plan. Ce qui me paraît important, c'est qu'avec Dawn of DC, la volonté est de mettre les Titans au centre de l'univers de l'éditeur, en faisant une sorte de nouvelle ligue de justice. Le problème n'est pas vraiment de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas aux yeux des baroudeurs de comic shop rompus à ce type de lecture. Par contre, un jeune lecteur ou une jeune lectrice qui débute doit pouvoir trouver dans cette BD tous les codes classiques d'une série qui met en scène une équipe de super-héros. Et sur ce point, Tom Taylor coche toutes les cases, ce qui me semble ultra important. Parce que des comics de super-héros qui ne soient pas méta, qui ne jouent pas avec les codes pour déconstruire les personnages, et qui puissent s'adresser à des novices pour leur montrer ce à quoi ressemble le genre super-héroïque dans sa forme la plus normée, ce qui n'est pas une insulte, et c'est aussi essentiel.
C'est pour ça que si vous n'avez aucune idée de ce qu'est un comic book de super-héros, eh bien je vous recommande ce premier tome de Dawn of Titans chez Urban Comics. Tous les clichés sont là, mais parfaitement utilisés, et parfois, il n'y a pas besoin de plus. Et c'est superbement mis en image par Nicolas Scott, donc c'est plutôt cool. Et puis, si vous êtes un vieux de la vieille blasé de tout, chez DC, il y a toujours le Black Label qui propose quelques trucs beaucoup plus audacieux et jusqu'au boutiste, comme Aquaman Andromeda, Wonder Woman Historia ou Suicide Squad Blaze, qui pour le coup changent complètement l'image que l'on pouvait avoir de certaines icônes, et plutôt bien avec ça. Chez Marvel Comics, je trouve que le ton est assez différent, principalement parce que l'éditeur est un peu prisonnier de ses propres contradictions. Notamment durant la période où il a délibérément mis de côté des équipes comme les Fantastic Four ou les X-Men, les laissant vivre leurs propres aventures en marge de l'univers Marvel, car ces personnages ne pouvaient pas être exploités dans les films du MCU pour des problèmes de droit. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais j'ai longtemps eu l'impression que les comic books de la Maison des Idées servaient avant tout de laboratoire afin de tester ce qui pouvait marcher ou non à l'écran. Ça n'empêche pas l'éditeur de laisser carte blanche à des artistes extrêmement talentueux avec pour résultat des récits quasi expérimentaux, comme Demon Days de Peach Momoko ou Doctor Strange Fall Sunrise de Tradd Moore. Dans les deux cas, l'univers Marvel y est revisité et trituré avec beaucoup de créativité, et cette fois-ci, le résultat peut autant plaire à des néophytes qu'à un lectorat confirmé, parce qu'on est à milieu des standards du catalogue historique de Marvel. Pour moi, c'est clairement l'une des pistes à explorer pour le genre super-héroïque, celui du récit complet proposé dans un format qui tranche avec celui habituellement adopté par les comic books. Qu'il s'agisse de se rapprocher du manga, ou à l'inverse d'un grand format luxueux plus inspiré par la bande dessinée franco-belge, ces initiatives trouvent un écho tout particulier chez nous, mais aussi aux États-Unis, et je crois sincèrement que l'hybridation des styles et des genres est une évolution naturelle inévitable pour le 9e art, qui permettra sûrement d'explorer de nouveaux horizons. Bon, là je vous ai parlé des Big Two, mais vous le savez aussi, s'il n'y a pas que les super-héros dans la vie, il y a aussi des super-héros ailleurs que chez Marvel et DC. Parmi les dernières séries de héros costumés qui m'ont tapé dans l'œil, il y a Erratic de Kay Andrews, publié par Awa Studios et disponible en France chez Black River. Kay Andrews, c'est un artiste caméléon. Dessinateur, scénariste, réalisateur, il cultive un style graphique hybride et a proposé des choses aussi variées que Iron Fist The Living Weapon chez Marvel ou l'anticapitaliste Renato Jones chez Image Comics. Avec Erratic, Kay Andrews offre sa propre vision de l'archétype du super-héros adolescent, héritier du Spider-Man de Stan Lee et Steve Ditko, mais aussi de ses pendants plus modernes, comme Invincible de Robert Kirkman. Le lecteur y suit le jeune Oliver, adolescent discret et mal dans sa peau, détenteur d'un mystérieux pouvoir qu'il va progressivement apprendre à utiliser, tout en devant protéger son entourage. Si les codes et les enjeux sont typiques, Andrews offre une galerie de personnages tous vraiment très bien écrits, qui confèrent beaucoup de richesse au background d'Oliver, en le rendant beaucoup plus crédible et attachant. C'est une très bonne série pour faire ses premiers pas dans le monde de la bande dessinée américaine, à la fois porte d'entrée idéale pour les plus jeunes et assez qualitative dans sa construction pour plaire aux lecteurs plus expérimentés. Même les habitués du genre peuvent y trouver leur compte, d'autant que la partie graphique est largement au-dessus du lot. Erratic, c'est la preuve que même une énième variation autour d'un thème peut apporter un angle de vue différent et effectuer une mise à jour pertinente, en ajoutant par exemple des éléments actuels tels que les réseaux sociaux, qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années, quand sont sortis Ultimate Spider-Man ou Invincible, qui restent les deux grandes références actuelles de cette catégorie. Je parlais tout à l'heure de séries de qualité qui passent malheureusement sous le radar d'une partie du lectorat, eh bien The Blue Flame de Christopher Cantwell et Adam Gorham, publié par Volt Comics aux États-Unis et édité par 404 Graphiques chez nous, compte parmi celles-ci. Derrière un récit super-héroïque de façade, The Blue Flame révèle une histoire sur les chocs traumatiques et la résilience, dont la toile de fond alterne brillamment entre contexte social délabré et épopée de science-fiction existentialiste. Sam Brossam, un real-life super-héros, y devient le dernier espoir de l'humanité après qu'un drame a bouleversé sa vie à tout jamais. Lui qui voulait faire des bonnes actions à une échelle locale, le voilà défenseur de l'espèce humaine durant le procès de cette dernière, devant un tribunal cosmique qui menace de l'éradiquer définitivement. Une excellente lecture fluide et touchante, qui passe très intelligemment d'une trame scénaristique à l'autre sans jamais perdre le lecteur, et qui s'inscrit dans la lignée du travail d'un auteur comme Peter David sur Hulk ou Captain Marvel, en utilisant le super-héros comme un outil pour mieux aborder la complexité de l'être humain. Et en plus, comme toujours chez 404, le bouquin est super beau, donc je vous recommande chaudement d'y jeter un œil si ce n'est pas encore fait. Et enfin, je ne peux pas parler des comics de super-héros à lire absolument en ce moment sans mentionner Copra du génial Michel Fifé.
une pépite de la bande dessinée indépendante, disponible en VF chez Delirium. J'ai déjà consacré un épisode tout entier à cette série, et je vous conseille de l'écouter pour comprendre à quel point c'est génial, mais pour moi, c'est la démonstration même qu'il est tout à fait possible de produire de bons comics de super-héros originaux, modernes et audacieux, sans renier ce qui fait viscéralement ce genre, et même en embrassant volontiers 80 ans d'héritage pour mieux sublimer les codes du médium. Copra, c'est un coup de cœur absolu pour moi, et c'est juste impensable de passer à côté. Quoi qu'il en soit, et pour répondre à ma question rhétorique de départ, évidemment que les super-héros ont encore des choses à nous raconter, et des auteurs et autrices de talent le prouvent tous les jours. Et les quelques comics à découvrir que j'ai cités au fil de l'épisode ne sont qu'une poignée d'exemples dans un marché français où l'offre est pléthorique. Si une partie du public s'est lassée du genre, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a pas eu la curiosité ou l'opportunité d'explorer celui-ci plus en profondeur, notamment en se lançant dans la lecture des comics dont sont tirés les films qu'elle a tant aimés avant de passer à autre chose. On sait que le taux de conversion des spectateurs sortant des salles obscures en lecteurs est minime, pour ne pas dire insignifiant, et on l'a d'autant plus constaté avec le succès colossal des films du Marvel Cinematic Universe. Alors que les super-héros Marvel faisaient se déplacer des millions de personnes au cinéma, la lecture des fascicules dont leurs aventures sont largement inspirées est restée une activité de niche, pratiquée par un public d'initiés, en partie parce que celui-ci peut aussi se montrer condescendant et assez peu accueillant envers les néophytes. Aujourd'hui, alors que les films ne semblent plus convaincre le grand public, il est sûrement un peu tard pour redresser la barre et encourager des vocations tardives. Mais cela n'empêche en rien de défendre et de promouvoir la bande dessinée américaine, qu'elle soit de super-héros ou non d'ailleurs. Parce que, face à la redondance des contenus lisses calibrés pour plaire à un public qui n'existe plus vraiment, les comic books proposent une richesse de tons et de thématiques incomparables. Tout simplement parce que l'imagination des auteurs ne souffre pas des mêmes contraintes sur le papier que sur grand écran. Vient alors l'inévitable sujet de l'accès aux comics, tant en matière de contenu que de distribution, et des produits d'appel pour les nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices, mais aussi de la meilleure façon de démocratiser la culture comics, que ce soit par sa valorisation ou dans une forme de prosélytisme. Mais toutes ces vastes questions feront peut-être l'objet d'un prochain podcast. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.